Bonjour chers auditeurs, Jean-Philippe Delsol au micro de notre libre journal des droits et des libertés avec Nicolas Lecaussin et nous recevons aujourd'hui deux personnalités qui vont nous parler de l'immobilier. Donc Paul Philippot, délégué général de l'UNPI, l'Union nationale de la propriété immobilière. Bonjour. Qui va nous parler en particulier, mais pas seulement, d'un ouvrage publié par l'UNPI et par son président Jean Perrin, avec l'aide des équipes de l'UNPI, un ouvrage, La propriété en danger. Et nous allons effectivement parler des risques d'atteinte à la propriété, et notamment à la propriété immobilière aujourd'hui, avec Paul Philippot, et avec notre deuxième invité, Gérald de Rios. Bonjour. Gérald de Rios qui est chef d'entreprise, une entreprise de promotion, donc de construction immobilière, enfin qui a la charge de la construction d'immeubles pour les revendre. Et donc il est au cœur justement de la problématique de la construction de logements en particulier, mais pas seulement. Et les atteintes à la propriété, lui aussi, il les vit. Et nous en parlerons avec lui, en même temps que nous parlerons des vicissitudes de ce métier de chef d'entreprise dans le domaine de l'immobilier. Et puis, au cours de cette émission, Nicolas Lecaussin, qui assiste à cette émission pour en favoriser le débat, aura aujourd'hui un rôle un peu différent. En fin d'émission, nous aborderons la publication toute récente, quelques semaines à peine, de son dernier ouvrage, le dernier ouvrage de Nicolas Lecaussin, L'obsession antilibérale française. Voilà pour notre programme de ce jour. Et tout de suite, donc, parlons de la propriété en danger. Alors, Paul Philippot, la propriété en danger, et le titre, c'est non seulement la propriété en danger, mais après, sauvons-la. Donc, vous allez nous proposer des solutions, ou en tout cas quelques pistes, pour essayer d'avancer vers plus de protection de la propriété. Un ouvrage que nous pouvons trouver où? Cet ouvrage de Jean Perrin? Vous pouvez le trouver donc au siège de l'UNPI, 11 quai Anatole France, Paris 7e, en écrivant tout simplement à cette adresse, sur le site de l'UNPI, unpi.org. Voilà, il est en vente au prix de 7 €, nous le vendons directement. Voilà. Donc, il faut s'adresser à l'UNPI, ou alors peut-être on peut écrire à l'UNPI. Tout à fait, oui. Vous avez son adresse? 11 quai Anatole France. 11 quai Anatole France, voilà. Donc, on le rappellera à nos auditeurs durant l'émission. Votre ouvrage qui est tout à fait passionnant. Je pense que tous ceux qui s'intéressent à la propriété, et en particulier à la propriété immobilière, et qui veulent situer un peu le problème dans le long terme, dans son historique, ont intérêt à le lire. Il est très facile à lire, même s'il fourmille d'informations, parfois détaillées sur le plan juridique, fiscal. Au fond, on a le sentiment d'une sorte de longue dégradation de la propriété immobilière et d'une atteinte de plus en plus marquée à la propriété immobilière. Vous faites remonter ça pour l'essentiel à la guerre de 14-18. C'est là que tout commence. Oui, effectivement, on a essayé de retracer l'évolution sur effectivement le long terme, et on assiste en fait à un paradoxe, c'est-à-dire que le droit de propriété dans la Constitution française, dans la jurisprudence européenne, est un des mieux protégés, est un des droits les mieux protégés. Et malgré tout, on voit bien que pour les élites en France, si vous voulez, le droit de propriété, en fait, doit être restreint au bénéfice de la collectivité. Donc il y a une sorte d'incohérence entre nos institutions, la façon dont la jurisprudence et nos textes législatifs sont mis en place, et puis en fait l'acception de toutes ces règles par les élites et les atteintes aujourd'hui que subit le droit de propriété. Alors ces atteintes, elles sont effectivement, elles sont pas récentes. Elles prennent différentes formes, et l'objectif de Jean Perrin, président de l'UNPI, quand cet ouvrage a été rédigé, a été en fait de lancer une sorte de cri d'alarme, c'est-à-dire non pas d'apporter des solutions, parce qu'il y a de multiples ouvrages qui apportent des solutions sur le plan technique pour essayer d'améliorer la situation de l'immobilier, mais
de lancer une sorte de cri d'alarme en montrant que cette évolution était extrêmement dangereuse pour la société dans la mesure où le droit de propriété est un facteur évident de stabilité pour la société française. Alors je ne vais pas remonter au droit romain, même si l'ouvrage en quelques pages y remonte, c'est intéressant. Mais rappelons peut-être que simplement dans le droit français contemporain, c'est-à-dire dans le droit civil, tout remonte à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit, c'est l'un des premiers articles, c'est l'article 17, l'article 2 d'abord qui dit que le droit de propriété est un droit naturel et imprescriptible, et puis l'article 17 qui dit, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Donc c'est très fondateur, et ça dure pendant plus d'un siècle. La propriété privée reste vraiment très protégée. Et puis, alors je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on peut dire qu'arrive la guerre de 14-18, et que dans un souci, au fond, légitime, de protection de ceux qui sont partis au front en laissant une famille essolée à la maison, avec un revenu qui évidemment n'arrive plus toujours, ou arrive très amputé, l'État dit il faut protéger ses familles, et là on bloque les loyers. Et puis ça se dégrade. Comment ça se passe? Vous pouvez nous, en quelques mots, nous parler un peu de cette histoire, de cette lente dégradation de la relation à la propriété? Effectivement, la situation créée par la guerre mondiale de 1914-18 impose au pouvoir public de prendre un certain nombre de décisions, et parmi les décisions qui sont prises, on a effectivement la loi de blocage des loyers, qui va introduire toute une série de mesures au fil des décennies, et qui aboutira à la fameuse loi plus tard de 1948, et à tout un ensemble de règles qui restreignent considérablement les droits des investisseurs et des propriétaires. Et on voit bien que le souci des pouvoirs publics est légitime dans la mesure où il s'agit d'assurer le logement à moindre frais des Français qui ont effectivement été mis à mal par la guerre. Mais les moyens employés sont complètement inefficaces dans la mesure où l'investissement se dégrade considérablement, et on aboutit en fait à l'inverse de ce qu'on recherchait, de telle sorte que la loi de 1948, un peu plus tard, va poser un principe assez fondateur des lois qui réglementent les loyers, c'est-à-dire que la loi de 48 va réglementer le stock de logements existants au 1er janvier 1949 et va donner la liberté à tous les logements qui seront construits après 1949. Et là, on a un principe fondateur des lois françaises en matière de propriété immobilière. Et on pourra peut-être tout à l'heure dire un mot de la loi Allure, qui vient d'être votée, et qui met à mal ce principe. C'est-à-dire que la loi Allure, contrairement aux lois précédentes qui réglementent les loyers, va réglementer non seulement le stock, mais le flux, c'est-à-dire tous les logements neufs construits qui vont rentrer, ce que les gens n'ont pas encore tout à fait compris, qui vont rentrer dans le cadre de la réglementation des loyers. De telle sorte que les promoteurs aujourd'hui sont en fait dans l'incapacité, et ça c'est assez grave, votre autre invité pourra en parler tout à l'heure, mais sont dans l'incapacité de donner un loyer de sortie à l'investisseur qui achète aujourd'hui un logement neuf pour le louer, puisque la réglementation des loyers de la loi Allure va s'appliquer à ces logements neufs. Et ça c'est tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau, et c'est sans doute totalement incohérent, et c'est une des causes de l'effondrement de la construction neuve qu'on constate aujourd'hui. Alors on parlera, si vous voulez, bien un peu plus longuement tout à l'heure de la loi Allure. Tout de suite, donc moi j'en reviens tout de même à cette histoire des blocages de loyers, parce que je crois que c'est tout à fait fondamental, et la loi Allure finalement revient à une sorte de blocage déguisé des loyers. Après la guerre de 14-18, où les blocages sont plus ou moins reconduits de façon diverse et variée, de la même manière que après la Seconde Guerre mondiale en 48. On va pas rentrer dans le détail, on pourrait parler de la dévaluation et la réduction des loyers dans les années 30, mais finalement chaque fois, on s'aperçoit que à vouloir protéger le locataire, en réalité, on rend la vie du locataire plus difficile parce que on crée la pénurie de logements. Puisque il a été clairement démontré
que le blocage des loyers, notamment celui de la Première Guerre mondiale, comme celui de la loi de 48, mais plus encore celui de la Première Guerre mondiale, parce qu'il touchait, et vous l'avez souligné, tous les logements, enfin la plupart des logements, cela a créé de la pénurie. Donc à trop protéger le locataire, on crée de la pénurie. Et est-ce que c'est pas le constat qu'on fait aujourd'hui dans l'économie de ces 2 dernières années et de cette année 2014? On nous avait promis, le gouvernement actuel avait dit, mais moi je vais augmenter le niveau de construction des logements, et puis finalement on plafonne en dessous de, vous avez le chiffre exact sans doute, 300 000 logements par an, ce qui est très inférieur aux besoins actuels. Est-ce que c'est pas ça, Gérald Rios, vous qui êtes promoteur immobilier, que vous ressentez aussi? Bien sûr, on le ressent car l'immobilier est une affaire de moyen terme pour le moins et de long terme à coup sûr. Tout d'abord, dans la vie des projets qui comportent un cycle qui se déroule sur 6 ans en moyenne, entre le moment où un emplacement foncier est identifié et le moment où un immeuble est achevé et livré à ses acquéreurs et à ses occupants. Et cela va plus loin puisque vous savez que nous sommes soumis à des garanties qui nous amènent encore 10 ans au-delà de tout ça. C'est-à-dire que la vie d'un bien immobilier, ne serait-ce que sur le caractère réglementaire qui lui est imposé, est d'environ 15 ans. Alors, face à cela, comment dire à des gens qui s'apprêtent à investir ou même simplement à acquérir pour habiter qu'il n'y a aucune visibilité, au moins de moyen terme, sur les réglementations, qu'elles soient techniques, normatives ou fiscales, sur la détermination du produit qu'ils pourront en tirer. Je vais très rapidement sur ces questions-là, on pourra en revenir, mais il est certain que dans les dernières années, les 2 à 3 dernières années, c'est-à-dire la fin du dispositif Cellier et la mise en place du dispositif Duflot, qui sont des dispositifs d'incitation à la réalisation de logements locatifs, il y a eu une incertitude qui fait que les investisseurs se sont retirés, ou en tout cas se sont montrés d'une extrême prudence sur ce marché-là, et donc nous avons eu une chute importante de nos ventes. Donc, la sécurité dans la relation du propriétaire à la détention de son bien, elle est importante. Elle est importante de la même manière que, au fond, la liberté du propriétaire pour fixer son loyer. Or, c'est précisément une liberté qui existe de moins en moins. Donc aujourd'hui, alors avant d'en venir aux empêchements ou aux entraves indirectes que vous venez d'évoquer, Gérald Rios, au travers des normes qui s'ajoutent les unes aux autres, etc. Continuons peut-être un instant sur les problèmes de réglementation d'abord. Et on l'a dit, les lois successives de blocage, on va venir à la loi Allure, mais aussi l'environnement jurisprudentiel. Parce que si jusqu'à ces dernières années, les tribunaux étaient restés les garants, malgré tout, parfois contre la loi, de la sécurité du propriétaire, on a le sentiment, là aussi depuis peut-être quelques dizaines d'années déjà, et de plus en plus, d'une approche complètement différente, tant au niveau national qu'au niveau européen. C'est-à-dire que les tribunaux tendent aujourd'hui à accepter, dans leur jurisprudence, que on a une décision du Conseil d'État, par exemple, sur les logements vacants, qui accepte la taxe sur les logements vacants, qui en a restreint parfois le dispositif, mais qui dit oui, finalement, un propriétaire n'a pas le droit aujourd'hui de laisser son logement vacant. Et le fait pour le législateur de créer une taxe qui est devenue très onéreuse, du simple fait qu'on garde un logement vacant, c'est acceptable, disent les tribunaux français. Et puis, c'est votre ouvrage qui le cite, l'ouvrage de l'UNP et de Jean Perrin, les juridictions européennes acceptent aussi de considérer que la protection de l'environnement peut prévaloir sur le droit de propriété, par exemple.
Oui, tout à fait. On a une évolution jurisprudentielle qui est clairement en faveur de l'intérêt collectif, de l'intérêt poursuivi par les pouvoirs publics en matière d'environnement, etc. Et puis aussi de défense des intérêts du locataire. Sans vouloir rentrer dans les détails, la situation en France concernant la durée, par exemple, des procédures d'expulsion est évidemment assez catastrophique pour les investisseurs qui sont confrontés à un impayé de loyer. Et c'est tout à fait dommage parce que, en fait, ces contentieux locatifs sont extrêmement faibles en nombre. Ils représentent environ 1 à 2% des baux en circulation. Et ça fait figure d'épouvantail pour les propriétaires qui souvent refusent d'investir à nouveau à cause des situations auxquelles ils ont été confrontés. Donc on a, en fait, finalement une situation qui n'est pas si mauvaise sur le plan macroéconomique, mais des signaux qui sont envoyés par les pouvoirs publics qui sont assez catastrophiques. Les tribunaux, eux, étant évidemment chargés d'appliquer la loi, mais il y a le contrôle de constitutionnalité qui existe aujourd'hui, qui peut dans certains cas être assez efficace. Donc il faut effectivement jongler avec toutes ces règles. Moi je crois qu'il y a un point qui est fort aujourd'hui, dont il faut peut-être parler, c'est, monsieur en a dit un mot tout à l'heure, c'est l'instabilité des règles. Et ça, c'est absolument catastrophique. On a une absence totale de pérennité des règles en France, contrairement aux autres grands pays européens. En tout, d'ailleurs. En tout, en matière fiscale. Je rappellerai quand même qu'on a battu tous les records en 2011 avec les 4 lois de finances du précédent gouvernement. C'était absolument fou. Donc on a une absence totale de stabilité des règles. On pourrait multiplier les exemples, mais en matière d'immobilier, la réforme des plus-values immobilières est tout à fait éclairante. Elle a changé 3 fois en 3 ans. Elle a changé 3 fois en 3 ans. Il y a encore une incertitude pour la plus-value concernant les terrains à bâtir. Donc on est dans un flou et c'est aussi aggravé, sans vouloir rentrer trop dans les détails, par des aspects techniques du droit fiscal, dans la mesure où une loi de finances rectificative, votée le 31 décembre, ou plutôt publiée le 31 décembre de l'année, peut remonter rétroactivement au 1er janvier, puisque le fait générateur, c'est la situation au 31 décembre. Et ça, les gens ne le savent pas. Ils s'étonnent que dans une loi de finances rectificative, on puisse en fait remettre en cause des actes qui ont été passés au cours de l'année passée. Et ça, c'est effectivement tout à fait préjudiciable aux droits des citoyens. Donc il y a peut-être quelque chose à faire là sur le plan constitutionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui choque le grand public. Mais je crois que cette instabilité des règles, cette absence totale de pérennité est quelque chose de catastrophique dans tous les domaines. Nous le connaissons. C'est accentué de façon absolument délirante par la loi Allure qui vient d'être votée. Sur le plan fiscal, d'ailleurs, il faut rendre un peu hommage à l'actuel gouvernement, dans la mesure où on a presque une meilleure stabilité fiscale aujourd'hui que dans la période précédente, dans la mesure où... non, mais il faut quand même le dire. C'est provisoire, hein, quand même. C'est peut-être provisoire, mais il faut quand même le dire. D'abord, on a moins de lois de finances rectificatives, premier point. Deuxième point, ils avaient annoncé qu'ils reviendraient sur la réforme des plus-values qui avait porté le délai d'exonération à 30 ans, et ils ont fait ce qu'ils avaient dit dans la loi de finances pour 2014. Donc, effectivement, on est revenu à un délai d'exonération plus acceptable de 22 ans. Uniquement pour l'impôt sur le revenu, exact. Mais pas pour la CSG-RDS, ce qui crée une double usine à gaz. Exact, vous avez raison. Pas pour les prélèvements sociaux. Non, c'est une petite pique que je lance comme ça, mais... Je ne défends pas l'ancien gouvernement, non. Mais je vilipende l'actuel. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, pour être clair, ils sont quand même tous coupables. Je veux dire, oui, tous coupables, ça c'est sûr. Ça c'est vrai, parce que, en fait, la France est sans doute dirigée par des gens trop intelligents, à Bercy et ailleurs, et on a des règles qui sont illisibles, contradictoires et surtout qui ne durent pas. Et parfois absurdes, si je puis me permettre. Vous avez parlé de la taxe sur les logements vacants. Je viens de découvrir cette année que il me reste un appartement invendu en stock sur un de mes programmes. Donc il n'a jamais quitté la société civile de construction-vente qui l'a réalisé. Eh bien, il vient d'être taxé, puisqu'il est considéré, bien entendu, comme un logement vacant. Voilà. Ah oui, ça c'est effectivement absolument incroyable. Ouais. Donc nous sommes soumis à ce genre de choses aberrantes. Et surtout, ce qui est très ennuyeux pour nous, c'est que lorsque nos clients nous posent la question, vous avez parlé du niveau de loyer tout à l'heure, ça a été très difficile à vivre lorsque l'on a une rigueur intellectuelle et une honnêteté qui pousse à dire à ses clients la vérité des choses.
lorsque l'un de nos potentiels acquéreurs souhaitant investir dans un logement pour le louer, en tirer quelques revenus en vue de sa retraite ou autre, et profiter de l'aide fiscale du dispositif du FLO, nous demandait quel était le loyer auquel il pouvait louer cet appartement, nous étions dans l'incapacité de lui répondre, puisqu'il y avait une disposition qui depuis a été levée, si je puis dire, qui prévoyait que les préfets de région avaient la possibilité de réduire les plafonds qui étaient indiqués dans le texte de la loi. C'est-à-dire que si on vous disait, je ne suis pas à Paris, moi-même, j'interviens dans une grande ville de nos régions. À Lyon. À Lyon, très exactement. Donc si on avait, peu importe les chiffres au centime près, si la loi définissait que le loyer admis dans le cadre du dispositif d'incitation fiscale était de 10 €, le préfet de région avait la possibilité de dire, non, à tel endroit, moi je pense que 9, c'est largement suffisant. Donc on risquait d'avoir des clients qui s'engagent sur un plan de financement très tendu, parce que on dit souvent, les investisseurs, les propriétaires, etc., mais ce ne sont pas des gens qui possèdent des fortunes colossales. Nous voyons tous les jours des clients qui jouent leur plan de financement annuel à 1 000 € près. Je dis bien un plan de financement annuel à 1 000 € près. Donc, pour ces gens-là, une baisse de quelques euros au mètre carré de loyer, ça fiche tout par terre, et surtout, si ça intervient comme c'était le cas, après que l'achat ait été réalisé. Donc ça, c'est catastrophique. Je le répète, l'immobilier, c'est une affaire de confiance, au moins de moyen terme, et la plupart du temps, de long terme. C'est une épargne que les Français aiment parce qu'ils la jugent sûre. Elle permet de répondre à un besoin national, qui est la mise à disposition d'un parc locatif, qui peut être social ou qui peut être non social, enfin non encadré. Et pour ceci, on a besoin que des gens placent leur épargne dans la pierre pour mettre à disposition des logements locatifs. Alors on pourra revenir sur les aspects des logements sociaux, de l'obligation, de la mixité sociale, etc., si vous le souhaitez ultérieurement. Mais je pense que nous sommes parfaitement d'accord, parce que moi je m'en tiens au logement, pardonnez-moi, au marché du neuf. Ce que je dis ne s'applique pas ou très peu à l'ancien. Oui, vous êtes un promoteur. Alors, précisément, je vais d'abord rappeler donc à nos auditeurs du Libre Journal des droits et des libertés sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Je vais leur rappeler, merci chers auditeurs d'être avec nous, que nous sommes avec deux invités aujourd'hui, en compagnie de Nicolas Lecossin et moi-même, Jean-Philippe Delsol. Nous sommes avec deux invités pour parler de l'immobilier. En France, en particulier, donc Paul Philippot, délégué général de l'UNPI, et Gérald Rios, qui est un promoteur immobilier. Vous parlez à l'instant, Gérald Rios, justement de ce qu'apporte l'investisseur. Parce que l'investisseur, il permet finalement de mettre sur le marché des logements locatifs. Il investit pour donner en location. Et donc, son rôle est essentiel pour que précisément les locataires trouvent sur le marché privé des logements privés. Mais ce qui existe en France, c'est que le secteur public se développe de plus en plus, le secteur aidé, dit social, et en fait, entre le secteur public et social et le secteur privé, il y a de plus en plus de distorsions. Alors, Nicolas Lecossin, vous avez, avec l'UNPI d'ailleurs, travaillé sur ce sujet, l'IREF, donc l'association d'études économiques au sein de laquelle Nicolas Lecossin et moi-même donc travaillons beaucoup, nous animons, a publié à l'attention de l'UNPI et avec l'UNPI une étude sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez évoquer justement ces distorsions de marché, cette concurrence déloyale que le secteur public et dit social finalement fait au secteur privé? Alors, effectivement, nous avons publié ensemble cette étude et nous avons remarqué, en fait, ce que vous dites dans l'ouvrage de l'UNPI, les mêmes distorsions, les mêmes problèmes fiscaux et réglementaires qui s'appliquent au secteur public, enfin aux bailleurs, au secteur privé, aux bailleurs privés sociaux, et qui sont vraiment soumis à une réglementation extrêmement forte, à des taxes très nombreuses. Vous en parlez dans votre ouvrage. D'ailleurs, il y a beaucoup de taxes dont on ne parle pas aujourd'hui
aujourd'hui pour les propriétaires qui tombent sur la tête des propriétaires plus d'une trentaine de taxes tous les ans, qui sont payées en grande majorité par les propriétaires et non pas par les locataires, contrairement à ce que certains au pouvoir le disent. Et nous avons comparé donc le logement social privé, qu'on connaît très peu en France, et le logement social du public. Et le logement social du public est beaucoup plus aidé que le logement social privé, en gros 6 fois plus d'aide publique et plein d'autres avantages fiscaux et autres qui créent une concurrence tout à fait déloyale à ce niveau-là. Plus encore, nous avons trouvé aussi que il y a beaucoup plus de familles qui entrent dans la catégorie des pauvres et qui sont logés dans le secteur privé. Et ça, on le dit pas. On le dit jamais, d'ailleurs. Et à partir de là, nous avons fait d'ailleurs des propositions ensemble et pour justement résoudre cette concurrence déloyale et puis donner beaucoup plus d'importance au secteur privé, à l'initiative privée dans ce domaine-là. Paul Philippot, sur ce sujet. Oui, écoutez, c'est un vaste sujet. Déjà, il faut quand même préciser que l'UNPI ne poursuit aucune vindicte particulière à l'égard du mouvement HLM. Il s'agit absolument pas de ça. Mais c'est vrai qu'à l'issue de cette étude, on a pris conscience d'un certain nombre de dérives dans le système français. Et donc, on a, compte tenu des très grandes difficultés de réformer en France sur des sujets sensibles, on a étudié les possibilités d'une action au niveau européen devant la Commission européenne qui, vous le savez, a un pouvoir propre en matière de respect des règles de libre concurrence. Et donc, après avoir étudié cette possibilité, on a engagé un recours devant la Commission européenne, une plainte. C'est pas une plainte au sens pénal français du terme, c'est une plainte au sens technique. Et cette plainte a été engagée il y a maintenant presque 2 ans. Elle suit son cours. Elle est actuellement étudiée par la Direction Générale Concurrence de la Commission Européenne. Et le but que nous poursuivons avec ce dossier, c'est de faire en sorte que la construction HLM retrouve sa raison d'être et qu'il n'y ait plus ces dérives que nous constatons aujourd'hui, dérives qui ont été soulignées parce que en fait nous avons appuyé notre plainte sur essentiellement des documents officiels, des rapports de la Cour des comptes, des rapports du Conseil d'État, etc., de la Milos, et tous ces documents officiels montrent qu'en fait aujourd'hui le secteur HLM ne construit pratiquement plus de PLAI. Et les PLAI, ce sont les logements qui sont financés avec des prêts qui permettent de loger les personnes qui ont les plus faibles ressources. Donc c'est le rapport du Conseil d'État montre bien que aujourd'hui les financements PLAI représentent une toute petite minorité des constructions neuves du parc HLM. Donc on voit bien que le parc HLM a pour objectif en fait de loger de façon quasi universelle les Français, comme d'ailleurs ça a été le cas dans d'autres pays de l'Europe du Nord qui ont été sanctionnés par la Commission européenne. Donc c'est une vocation pour le mouvement HLM quasi universaliste. Et nous pensons au contraire que le mouvement HLM doit retrouver sa véritable raison d'être, c'est-à-dire de loger les gens qui ne peuvent pas se loger dans le parc privé, dans le secteur libre. Le secteur libre, lui, devant retrouver sa vocation quasi universelle de loger effectivement l'ensemble des Français, sauf ceux qui ont besoin d'une aide particulière. Alors sur le plan technique, tout ça s'appuie sur la notion de SIG, c'est-à-dire service d'intérêt économique généraux, qui a été donc défini par les règles européennes. C'est en fait là aussi une notion qu'on peut assimiler à un service public, c'est-à-dire que il est légitime pour les pouvoirs publics de donner des financements, des subventions particulières pour les activités qui sont hors marché en quelque sorte et que la puissance publique doit subventionner. Donc ce sont les activités SIG. Mais ce que nous montrons dans notre plainte, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités qui sont financées par des prêts, par des subventions publiques qui sont hors SIG. C'est-à-dire qu'on est sorti du champ de ce que l'aide publique devrait financer. Donc il y a une véritable dérive du financement et nous espérons qu'une enquête, parce que l'étape suivante, ça sera si les arguments sont reconnus valables par la Commission européenne, c'est l'ouverture d'une enquête par la Commission européenne et donc sans doute
une réforme importante que la France sera obligée d'accomplir. En fait, ce que vous nous dites à l'instant, c'est pourquoi pas un secteur social financé par des fonds publics, pour autant qu'il soit réservé à ceux qui en ont vraiment besoin. En réalité, on constate, et vous nous le dites aussi, que ce secteur public et dit social tend à devenir universel, et dans le même mouvement, les fonds publics sont de plus en plus abondants au profit de ce secteur, tandis que, parallèlement, et ne serait-ce que pour le financer d'ailleurs, on taxe et on contraint de plus en plus le secteur privé. Évidemment, de ce double mouvement, à terme, doit advenir que le secteur privé tend à disparaître, ou en tout cas à se restreindre, tandis que le secteur public tend à augmenter. C'est, de mon point de vue, une véritable volonté politique, voire presque idéologique d'ailleurs, volonté d'étendre l'emprise du public et du collectif sur le privé et l'individuel. En réalité, en faisant cela, on prive les personnes d'une capacité de logement, puisqu'on restreint la capacité du privé à développer une offre de logement. Alors, Gérald Rios. Il y a une petite nuance à introduire ici, qui est l'obligation qui est faite par les règles d'urbanisme dans de très nombreuses villes ou quartiers de villes, de réaliser à l'intérieur d'un programme un certain pourcentage de logements sociaux. Ces logements sociaux sont en général de l'ordre de 25%, parfois c'est 30%, parfois ça peut être 20%, les critères sont très confus, en dessous de 1500 mètres carrés vous n'en faites pas, de 1500 à X mètres carrés vous êtes obligé d'en faire 20%, avec un mode de financement qui peut être en prêt locatif social, PLS, et puis au-dessus il faut en faire un peu plus, et à ce moment-là uniquement en plus ou PLAI, je suis désolé pour les auditeurs, c'est un petit peu technique, mais on pourrait expliquer ça s'ils le souhaitent. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous avez qui va être acquéreur, qui va être propriétaire de ces logements dits sociaux, eh bien ce sont les spécialistes, c'est-à-dire les organismes d'HLM au sens large, qui sont capables de les gérer, qui ont une liste de demandes de locataires souhaitant intégrer ce type de logement, etc. Et ces gens-là ont une obligation économique malgré tout qui les conduit à ne pas pouvoir gérer 3 ou 4 logements qui vont être dispersés de ci de là. Leur gestion ne devient efficace et rentable, il faut employer le terme, que lorsqu'il y a une certaine masse critique qui est atteinte. Alors on pourra en discuter, ça peut être pour les uns 15 logements, pour d'autres 25, pour d'autres 50, mais lorsque vous avez un petit programme qui fait 15 logements et qu'on vous demande d'avoir 25% de logements sociaux, ça veut dire qu'il y en a 4. Et personne ne veut les gérer, croyez-en mon expérience. Donc ça devient un truc inextricable dont il faut retourner, discuter, bien entendu, essayer de trouver des solutions. Je dois dire que les organismes représentatifs, qu'il s'agisse de la Fédération des promoteurs immobiliers ou d'autres, sont très actifs dans ce domaine et cherchent avec les pouvoirs publics des solutions qui permettent d'arriver à des choses plus raisonnables. Ça introduit également une deuxième intervention du secteur privé. Lorsque l'on réalise un programme immobilier, on ne peut pas dire que la décote du coût de construction ou de l'achat du terrain dédié à la part des 25% de logements sociaux soit très importante. Je dirais même que tout ça, ça coûte le même prix à faire. À quelques dizaines d'euros près au mètre carré, peut-être, mais je n'en suis même pas convaincu. Or, que se passe-t-il? Si vous prenez l'exemple d'un marché privé dans une ville qui va se situer à 4800 euros le mètre carré, le marché d'acquisition par les sociétés HLM sera lui à 2400 euros le mètre carré. C'est-à-dire, ce sera acheté à moitié prix, et ça aura coûté le même prix à construire. Donc, qui, finalement, abonde cette différence? L'acquéreur privé et le promoteur qui revenait sa marge. Alors précisément, c'est une question d'ailleurs d'un auditeur qui nous dit mais lorsqu'il y a des constructions de logements neufs, il y a en même temps des créations de logements sociaux et qui finance ces logements sociaux? Vous venez de nous expliquer que non content d'avoir développé, de continuer à développer un secteur social
je dirais, collectif, public, qui finance par des fonds publics et puis par les fonds, effectivement, donc aussi des locataires, parce que les locataires payent quand même un loyer, mais un secteur public aidé, finalement, la loi a mis à la charge du secteur privé la construction d'une partie des logements sociaux. Une partie du coût, il faut être clair. Le secteur du logement social est réglementé, les loyers sont réglementés, les coûts de construction et les coûts d'acquisition par les organismes de logements sociaux le sont aussi. Donc les organismes de logements sociaux acquièrent au maximum, le cas échéant qu'il leur est possible de faire au terme des lois qui s'imposent à eux. Ils participent, ils apportent leur quote-part, mais elle n'est en général pas suffisante pour amortir la totalité du prix de revient de ces logements. Alors ça veut dire que en fait, le coût des logements privés, il est augmenté aujourd'hui de différentes façons par un environnement juridique qui est de plus en plus contraignant. Alors, il y a donc cette charge que supporte un certain nombre de logements privés, notamment dans les immeubles nouveaux, ceux que vous construisez, Gérald Rios, obligation de construire au milieu de ce parc de logements privés des logements sociaux. Et puis, il y a des contraintes de type environnemental qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus onéreuses. Alors, selon les études, on dit, en quelques années, le coût des logements, des logements qui se construisent, des nouveaux logements, il a été augmenté de 10, 15, 20% du simple fait de la prise en compte de ces contraintes environnementales. Vous confirmez ? Environnementale, réglementaire, prise en compte d'un certain nombre de dispositifs dont personne ne peut contester l'intérêt général, l'application d'un certain nombre de normes d'accessibilité au logement n'est pas contestable, elle est peut-être un peu trop généralisée, mais en tout cas il faut en tenir compte. Tout ceci effectivement a concouru à augmenter. Vous dites elle est pas contestable, moi je sais pas, elle est peut-être contestable. Moi ce que j'entends, c'est que par exemple dans les logements qui ont tendance, pour des raisons de prix, à se rétrécir, notamment les logements les moins coûteux, même s'ils le sont déjà trop, les normes, en particulier d'accès aux personnes handicapées, font qu'on doit construire des salles de bain qui parfois sont, c'est peut-être un peu caricatural, mais presque aussi grandes que le salon. C'est exact. C'est-à-dire qu'auparavant, ces contraintes d'accessibilité étaient affectées à un nombre déterminé, limité, d'unités à l'intérieur d'un programme immobilier. Alors, j'ai oublié les chiffres, c'était peut-être 10%, c'était peut-être 15%, peu importe, ce qui était tout à fait justifié, parce que personne n'est à l'abri des accidents de la vie. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la généralité. Et ça va très loin, parce que lorsque l'un de nos acquéreurs se présente en nous disant « mais moi, j'ai pas besoin de toilettes qui fasse 4 mètres carrés, ou d'une salle de bain qui en fasse 8, ou d'une chambre qui en fasse 16, s'il vous plaît, augmentez la surface de mon salon, déplacez la cloison, et je préfère avoir une partie de vie qui soit plus grande. » Eh bien, nous n'avons pas le droit, parce que nous sommes soumis à l'obligation de respecter cette réglementation qui s'applique à nous, professionnels, réalisateurs. Donc il y a une véritable ingérence, finalement, de l'État dans la relation entre le promoteur et son client, l'acquéreur, investisseur ou occupant d'un logement privé. Voilà. Et il y a, au travers des différents exemples que j'ai évoqués, peut-être aussi une absence de discernement ou de volonté d'examiner les choses de façon plus raisonnée. Lorsqu'on parle d'un programme de 100 logements, faire 25% de logements sociaux, ça n'est pas très compliqué, ça peut s'organiser, ça peut très bien se faire. On peut faire en sorte que l'organisme HLM qui reprendra ces logements trouve un bon outil, soit capable de le gérer de façon efficace, etc. Quand on parle de 20 logements, c'est impossible. Lorsqu'on demande que les logements soient tous accessibles aux handicapés, et je rappelle qu'on a tendance à oublier certains handicaps d'ailleurs, au passage. Mais lorsqu'on demande que tous les logements soient handicapés, ne faudrait-il pas plutôt réfléchir aux dispositions qu'il conviendrait de prendre pour que tous, ou une très grande partie d'entre eux, puissent être ultérieurement rendus accessibles à des personnes handicapées
parce que les mesures conservatoires nécessaires auront été prises au moment de la construction et que donc la transformation et l'adaptation sera aisée. Paul Philippot. Oui, en fait, sur ce point, la situation va sans doute évoluer. Vous savez que le gouvernement va être autorisé à prendre par ordonnance un certain nombre de principes modificatifs à la loi de 2005 sur l'accessibilité aux handicapés. Et donc la situation qui vient d'être décrite va sans doute évoluer dans un sens meilleur, dans la mesure où on pourra sans doute déroger à un certain nombre de règles, sans vouloir rentrer trop dans le détail, et notamment les délais aussi de mise aux normes des locaux existants vont aussi être allongés, ce qui est vraiment une bonne chose. Donc les pouvoirs publics ont pris conscience de l'incohérence de la réglementation sur ce sujet, et il semble que quelque chose se mette en place très prochainement là-dessus. Alors je voudrais peut-être revenir sur... Souhaitant que vous ayez raison, ceci dit, en même temps qu'ils en prennent conscience et qu'ils formulent des promesses, ils font voter la loi Allure, mais on va en parler dans une seconde, parce qu'on va d'abord rendre l'antenne, donc pour une petite annonce. Dimanche 15 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 15 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs, qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux, offrez des livres dédicacés. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse. Retenez, dimanche 15 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 €. Gratuit sur présentation de la carte d'auditeur et pour les personnes de moins de 27 ans. Écrivez à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs, nous revenons donc dans notre libre journal des droits et des libertés sur Radio Courtoisie avec Paul Philippot, délégué général de l'UNPI, et Gérald Rios, promoteur, donc qui construit des logements pour les vendre, des logements privés. Paul Philippot, nous parlions donc des contraintes qui pèsent sur les propriétaires privés. Vous vouliez poursuivre sur ce sujet? Oui, je crois que quelque chose a été dit tout à l'heure de fort intéressant concernant l'obligation de construire des logements sociaux dans les programmes privés. 20-30% selon les PLU. Et il faut quand même dire clairement qu'il s'agit là d'un mode de financement déguisé du secteur HLM, dans la mesure où la différence entre le prix d'acquisition par l'opérateur HLM, qui évidemment va être tout à fait différent du prix de vente aux investisseurs privés, cette différence entre les deux prix va être pris en charge sans doute pour une part par le promoteur, par une réduction de sa marge bénéficiaire, mais aussi essentiellement par les autres accédants privés de cette opération, de ce programme. En quelque sorte, ce sont les autres accédant à la propriété dans ce programme privé qui vont prendre en charge le surcoût effectivement lié par cette obligation. Et ça, c'est un mode de financement finalement du parc HLM qui est complètement occulte. Tout à fait, un financement indirect et qui est d'ailleurs dénoncé. C'est un point que nous avons souligné dans notre plainte devant la Commission européenne. Alors c'est ce qui d'ailleurs contribue à augmenter, c'est l'un des éléments qui contribue à augmenter le prix des logements privés et donc aussi d'ailleurs les loyers en même temps que la rareté qui elle-même contribue à l'augmentation. Nous avons une auditrice, parce qu'il y en a aussi beaucoup, et bien sûr, leur réflexion est bienvenue. Une auditrice qui, elle, est locataire, qui dit, mais attention, ne plaignez pas que les propriétaires, parce que moi, j'ai subi des augmentations de loyer qui étaient insupportables, j'ai été obligé de déménager. Et puis, il y a un autre auditeur qui nous dit, mais regardez, il y a des pays comme l'Espagne, où il y a eu tellement de construction de logements, que finalement aujourd'hui, après la crise immobilière, il y a trop de logements. On dit, nous dit-il, 300 000 logements qui sont vides et qui attendent un preneur. Mais précisément, je pense que si la propriété privée était à égalité au moins, il ne s'agit pas de l'aider plus que
le logement social. Mais si elle était à armes égales avec le logement social, il y aurait alors probablement la possibilité d'avoir des logements qui aient un prix de revient moins élevé, et dans la mesure où il y aurait moins de rareté, c'est-à-dire où il y aurait plus de logements construits, les loyers pourraient probablement être à un niveau plus raisonnable parce qu'il y aurait une véritable offre plus abondante, et donc qui dit plus d'offres dit une demande qui peut trouver moins cher. Donc je pense qu'aller dans ce sens irait aussi bien à l'avantage des propriétaires que des locataires. Mais ceci dit, ça n'est pas le sens de l'histoire actuelle, puisque la loi Allure, et j'aimerais qu'on en parle un moment, la loi Allure vient finalement contredire tous nos propos de l'instant, et elle aggrave les contraintes qui pèsent sur les propriétaires, considérant ce que vous dites d'ailleurs au niveau de l'UNPI dans votre ouvrage, dans l'ouvrage de Jean Perrin, que le locataire est par définition considéré comme le faible contre le propriétaire qui est le fort. Ce qui n'est pas forcément très logique, et de loin pas toujours vrai. Oui, tout à fait. On a donc cette loi Allure qui vient d'être votée, qui est en fait une sorte de monstre juridique, 177 articles, plusieurs centaines de pages, une très très grande complexité des règles, une incohérence parfois, on pourra en reparler. C'est une loi d'envergure, puisqu'il y a un volet rapport locatif dont nous parlons, mais il y a aussi un volet qui s'applique à la copropriété, il y a des dispositions concernant l'urbanisme, des dispositions concernant les logements sociaux, etc. Donc c'est un texte extrêmement ambitieux, qui supposera d'ailleurs, pour être pleinement applicable, à peu près 180 décrets d'application, donc c'est absolument fou. Alors que, je le signale, tous les décrets d'application de la loi Grenelle 2 de 2010 n'ont toujours pas été mis en place. Oui. Donc on est, je ne sais pas comment on va faire la DHUP pour sortir 180 décrets prochainement, mais ça va être quand même très très compliqué. Qu'est-ce qui caractérise ce texte? Si je peux continuer. Bien sûr, c'est intéressant. 30 secondes. C'est d'abord une effarante complexité, si vous voulez. C'est ça qui frappe le juriste. C'est l'impossibilité pour quelqu'un de normalement constitué de comprendre facilement ce texte. Je veux dire, c'est assez fou. Les exemples abondent. Par exemple, vous avez un article 54 qui vous dit aujourd'hui, et d'ailleurs qui s'applique aujourd'hui sans décret d'application, qui est applicable aujourd'hui, et qui provoque des très grandes difficultés pour les notaires et les agents immobiliers qui ont des ventes à faire aujourd'hui, dans la mesure où il y a en fait l'obligation de délivrer à la personne qui signe la promesse de vente tout un ensemble de documents que les parties n'ont pas, que le vendeur n'a pas. Il s'agit de donner à l'acquéreur, lors de la signature de la promesse, tout le règlement de copropriété, tous les actes modificatifs, l'état d'escriture de division, la situation financière de la copropriété à l'égard des tiers. Tous ces documents, en fait, la plupart du temps, le vendeur a un règlement de copropriété, mais bien évidemment, il n'a pas. Alors nous avons d'ailleurs, je vous coupe parce que nous avons publié la semaine dernière, je crois, sur le site de l'IREF, dans notre lettre hebdomadaire, un article d'un notaire qui dit maintenant c'est fini, le compromis, c'est-à-dire l'acte préalable à la vente, devient tellement compliqué qu'il vaut presque mieux ne pas en faire. Ouais, et attendre l'acte, ce qui est au détriment et du et de l'acheteur et du vendeur. C'est exact. Alors aujourd'hui, certains notaires disent aux gens qui veulent signer une promesse de vente, mais écoutez, revenez dans 15 jours, le temps qu'on ait réuni tous les documents. Ce qui est quand même assez effarant, parce que quand les gens sont prêts à signer, on peut quand même pas décemment leur dire revenir en 15 jours. Mais enfin, alors la sanction est gravissime de ce texte, puisque c'est le fait que le droit de rétractation n'a pas pu jouer. Donc c'est la possibilité pour l'acquéreur de provoquer l'annulation de l'acte, et c'est évidemment une sanction cataclysmique pour le notaire. Et alors là, de la même manière qu'on dit le locataire est toujours le faible, le propriétaire est toujours le fort, là on dit l'acquéreur est toujours le faible, le vendeur est toujours le fort. Ce qui entre nous est tout à fait stupide et n'a pas de rationalité ni même de morale, car celui qui va acheter, a priori, serait plutôt celui qui a les moyens d'acheter et qui est plus fort que celui qui va vendre et qui a besoin de vendre. Oui, tout à fait, et surtout celui qui achète en général est aussi un vendeur. En plus. C'est-à-dire que en fait, il y a assez peu de primo-accédants. Il y a dans les grandes villes, notamment
comme Paris, il y a surtout de secondo-accédants, comme on dit avec ce vilain néologisme. Mais ça veut dire qu'en fait, la personne qui achète un appartement, pour parler clair, à Paris, elle est en train d'en vendre un autre. Donc elle n'a pas plus besoin d'être protégée que le vendeur ne l'est. Donc on a une règle totalement incohérente concernant les ventes immobilières, mais les exemples abondent. On a parlé tout à l'heure de la fixation des loyers, des logements vendus par les promoteurs. En fait, ce qui caractérise ce texte aussi, c'est une vision totalement manichéenne des choses. C'est-à-dire, il y a une catégorie de la population qui devrait être protégée, etc. Pourquoi pas, mais il faut quand même dire aux auditeurs qu'on ne part pas d'une situation où il y avait aucune règle. Aujourd'hui, avant la loi Allure, il y avait la loi 1989 qui était déjà très protectrice, et donc il n'était absolument pas besoin de mettre en place. Commençons par appliquer les lois avant que d'en créer d'autres. Voilà. Alors sur le plan technique, on va avoir, l'administration va avoir de très grandes difficultés parce que, par exemple, la réglementation des loyers suppose la mise en place assez rapidement dans les zones tendues d'observatoires de loyers qui devront être capables de donner des loyers médians pour tous les immeubles situés dans la zone. Donc nous sommes extrêmement sceptiques sur le bien fondé de cette mesure, mais aussi sur la capacité des observatoires de sortir des loyers médians qui seront cohérents. Et on aura sans doute des résultats totalement incohérents. Donc ça va, d'une certaine manière, bloquer certains loyers ou empêcher en tout cas leur évolution naturelle. Oui, et puis ça va provoquer des effets pervers dans la mesure où il y a effectivement la possibilité aussi de réévaluer les loyers qui seront en dessous des loyers médians minorés. Et donc, paradoxalement, ça aboutira sans doute à ce que dénoncent d'ailleurs les associations de locataires de façon assez amusante. Ils dénoncent la loi Allure dans la mesure où la loi Allure permettra sans doute, dans certains cas, qui seront assez peu nombreux, de remonter les loyers les plus bas. Bref, on est dans un système qui va être extrêmement compliqué à gérer, qui va aussi, on le disait tout à l'heure, rendre impossible une vision claire des choses pour un investisseur. Et puis la loi Allure va provoquer aussi, je crois que c'est un effet très important, un effet néfaste très important, un renchérissement des coûts très important, notamment dans le domaine de la copropriété, où le syndic de copropriété aura l'obligation de remplir un certain nombre de diligences et évidemment le syndic va facturer ces nouvelles tâches qu'on lui impose, et donc ça aboutira inévitablement à un renchérissement des honoraires des syndics de copropriété. Alors est-ce que c'est la bonne chose aujourd'hui dans le contexte économique que nous connaissons de provoquer un renchérissement des coûts? J'en doute. Est-ce que la problématique de la caution et de la garantie de loyer est devenue obligatoire au terme de cette loi, comme c'était envisagé, ou est-ce que finalement c'est facultatif? Est-ce que vous pouvez en parler? Nous avons la question d'un auditeur à ce sujet. Au départ, dans le projet de loi de Madame Duflot, la garantie universelle des loyers, la GUL, était vraiment universelle. C'est-à-dire qu'elle s'appliquait dans tous les cas, elle devait être mise en place dans tous les cas. Et évidemment, la contrepartie, c'est que le bailleur ne pouvait plus demander de caution personnelle à un tiers pour garantir le paiement du loyer. Ça c'est évidemment... L'inspection générale des finances, dans un rapport assez célèbre, on n'en a pas connaissance, on n'en a que les conclusions, mais on n'a jamais pu obtenir que ce rapport soit rendu public, a évidemment dénoncé le coût sans doute faramineux de la mise en place de cette garantie publique, puisque c'était un organisme public qui aurait été chargé de payer les loyers. Et les effets délétères d'une telle garantie qui poussaient les gens à ne pas payer leur loyer finalement. Exact. C'était la crainte exprimée par de nombreux acquéreurs ou candidats acquéreurs en disant mais comment ça va fonctionner cette garantie? Est-ce que du coup ça ne va pas être une espèce de blanc-seing au paiement du loyer? Oui, tout à fait. Alors tout le monde était à peu près d'accord pour dire que la GUL, c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire. Donc le gouvernement a fait machine arrière. Et aujourd'hui, on a bien une GUL inscrite dans la loi Allure, mais qui n'est plus, contrairement à ce que son acronyme le laisse entendre, qui n'est plus du tout universelle. C'est pas une garantie universelle de loyer. Non, c'est une garantie facultative. C'est une garantie facultative à laquelle on peut souscrire. Si on souscrit à la garantie des loyers, eh bien, on n'a pas droit à la caution. Mais le bailleur peut exclure la GUL et demander une caution qui est un système qui fonctionne évidemment très bien. Donc,
Alors, une question très pratique d'un auditeur aussi. La loi Allure rentre en vigueur quand ? Ben justement, c'est le problème. C'est-à-dire que c'est très difficile parce que bon, elle a une date de publication au JO, hein, donc les lois rentrent en application en France le lendemain de leur publication au JO, donc ça c'est facile. Mais après, vous avez des tas de dispositions, de très nombreuses dispositions qui ne rentreront en application qu'à l'expiration du contrat en cours. C'est-à-dire que il y a un principe qui est maintenu dans la loi Allure, qui est la survie de la loi ancienne pour les contrats en cours, qui continuent à être régis par les règles qui étaient celles quand elles ont été signées. Et est-ce que l'UNPI a pu intervenir dans ce processus législatif ? Est-ce que vous avez pu orienter certaines dispositions ? On a obtenu un certain nombre de choses. Bon, le point majeur, c'est effectivement la possibilité, on vient d'en parler, de demander une caution personnelle pour le paiement des loyers et donc d'éviter de souscrire la GUL. On a obtenu un certain nombre d'autres choses, mais c'est assez mineur. Mais non, c'est vraiment un texte très très mauvais. Et vous, Gérald Rios, en tant que promoteur immobilier, cette loi Allure, vous en sentez déjà les effets dans la relation avec les clients, dans leurs réactions ? Non, on n'a pas de réaction très nouvelle par rapport à celle que nous avons pu évoquer jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que les gens ont toujours la même demande. C'est je veux savoir comment ça va se passer et pendant combien de temps ça va se passer comme on me le dit. Et donc là, on passe d'une loi à l'autre avec des parties de la loi qui sont mises en œuvre, d'autres qui ne le sont pas, dont on parle, mais on ne sait pas très bien si ça va aller ou pas. Ce climat d'incertitude est très mauvais. Par exemple, dans un autre domaine sur lequel j'interviens également, qui est celui de la construction des immeubles tertiaires, des immeubles de bureaux. De plus en plus, les entreprises consacrent leurs ressources à leur cœur de métier et non pas à la détention d'un immobilier d'exploitation, en tout cas lorsqu'il s'agit des bureaux. Pour le cas des usines, c'est un peu différent. Mais lorsqu'il s'agit des bureaux, ce sont des investisseurs, la plupart du temps institutionnels, des fonds de pension, des caisses de retraite, des assurances, etc., qui acquièrent des bureaux pour les louer à des entreprises. Jusqu'à maintenant, le régime de ces baux était de 3 ans, 6 ans, 9 ans. On pouvait aller jusqu'à 12 ans ferme. Et ça leur permettait donc d'avoir des plans d'investissement et des plans financiers qui étaient stabilisés. On parle aujourd'hui de limiter à 3 ans la validité de ces baux en interdisant la faculté de signer pour plus longtemps. Or, la plupart du temps, ce qui intéresse un investisseur institutionnel, c'est d'avoir un locataire dont on est sûr qu'il va rester au moins 6 ans. Ça permet de préparer des travaux de remise en état, le cas échéant, etc., etc. Donc tout ça, c'est déstabilisant. Alors, il s'agit là de professionnels, donc ils sauront certainement trouver des dispositifs qui leur permettront de s'adapter à cette nouvelle donne. Mais là encore, on fragilise des choses qui permettaient sur cet outil, encore une fois, sur cette chose de moyen-long terme, d'avoir un raisonnement à moyen-long terme en cohérence avec la nature même du bien et de l'investissement. Merci. Si, Gérald Rios, vous deviez dire en 2 mots ce qui permettrait, du point de vue du chef d'entreprise que vous êtes, de relancer la construction, vous proposeriez quoi ? C'est une excellente question. Je proposerais un assouplissement normatif qui ne dégraderait pas pour autant la qualité de l'habitat. Je proposerais sans doute une meilleure vision de l'application des politiques sociales qui ne soit pas aussi générale et aveugle. Et puis, j'ai une idée qui me tient à cœur depuis très longtemps. Je pense que l'on ne s'est jamais préoccupé véritablement d'essayer de faire en sorte que la question du logement ne soit plus un frein à la mobilité. Or, de nos jours, pour bâtir une carrière ou pour faire face simplement à des évolutions économiques, il faut parfois bouger, il faut souvent bouger. Pourquoi n'imaginerait-on pas, puisqu'on aime créer des garanties mutuelles ou des cautions, de prendre en charge les frais occasionnés par le déménagement, les 3 mois de loyer qui restent avant l'expiration du contrat, ou l'absence
par une caisse de garantie mutuelle qui trouverait une belle utilité et qui permettrait aux gens d'accepter de bouger plus facilement, ou bien de les aider à revendre le logement qu'ils ont dans une ville pour pouvoir en acquérir un autre dans une autre ville, etc. Moi, c'est ça. Alors, le thème est décrit à grands traits et j'avoue que je n'ai aucune solution à apporter, sinon je les aurais déjà soumises. Mais je pense qu'il y a là quelque chose qui pourrait être intéressant à creuser. Comment aider les gens à bouger ? Alors, comment aider les gens à bouger ? L'UNPI, notamment dans cet ouvrage de Jean Perrin, a quelques propositions. Enfin, c'est un thème, en tout cas, que vous évoquez. La mobilité, effectivement, est importante. Oui, nous pensons qu'il faut essayer de recréer un secteur libre, un secteur locatif libre, qui s'appliquera pour les loyers, les logements qui sortent un peu des normes. Et il faudrait d'une façon ou d'une autre restaurer un espace de liberté dans la location, parce que là, avec la loi Allure, on va aboutir à des choses extrêmement compliquées à mettre en œuvre. Bon, il suffit de voir les documents, par exemple, qu'il faudra donner lors de la signature du bail. Enfin, c'est absolument fou, quoi. Alors, il faut peut-être songer, par exemple, aux droits d'enregistrement. En réalité, on parle des frais de notaire. Mais les frais de notaire, c'est pas le mot approprié, parce que on dit aujourd'hui les frais de notaire, c'est 7 ou 8% du coût de l'acquisition. En réalité, le notaire prend un peu moins de 1% pour ses honoraires, et le reste, ce sont des taxes pour 99% qu'il faut payer à la collectivité locale. Or, ce sont ces taxes-là qui sont un handicap à la mobilité sous la forme d'achat-vente. Vous avez évoqué la mobilité du locataire, mais il y a la mobilité aussi du propriétaire qui peut acheter et vendre. Le gouvernement, au lieu de favoriser cette mobilité, vient au contraire d'en contraindre encore un peu plus les conditions, puisque le gouvernement a permis aux collectivités locales qui se sont empressées pour une très grande majorité d'entre elles, de répondre positivement à cette option qui leur était offerte, leur a permis d'augmenter les droits sur la vente. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on est passé en gros de près de 7% à peut-être pas loin maintenant de 8% de ce qu'on appelle improprement les frais de notaire. Donc, il faut effectivement libérer la propriété. Et pour terminer sur cet aspect, en tout cas dans une première partie, Paul Philippot, je trouve que ce qui est intéressant aussi, et ce sera une bonne transition avec l'ouvrage de Nicolas Lecossin, ce qui est intéressant aussi dans cet ouvrage de l'UNPI et de Jean Perrin, La propriété en danger, sauvons-la, c'est de manière qui est peut-être marginale en termes de dimension du texte, mais tout à fait au cœur du sujet, les raisons de cette attention qu'on doit porter à la propriété. Pourquoi la propriété ? Pourquoi est-ce que vous défendez, vous, UNPI, la propriété ? Parce que la propriété, bon, on l'a vu avec les textes fondateurs, pour les rédacteurs de la déclaration de 1789, la propriété est intimement liée à la liberté, si vous voulez, c'est tout à fait clair. Et à la lutte contre l'oppression, puisque dans l'article, il y a aussi la lutte contre l'oppression. J'ose pas dire que c'est l'oppression fiscale, mais bon... liberté, propriété sont indissociablement liées. Ça, c'est le premier point. On voit aussi ce qui s'est passé dans les pays de l'Est avec aujourd'hui la reconquête difficile des immeubles qui ont été pris par la puissance publique dans les années difficiles. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est que la propriété est un facteur de stabilité dans la société. Dans la région où l'accédant achète, il va s'intéresser à la vie de sa collectivité territoriale ou à la politique d'urbanisme. Il va faire preuve de plus d'initiative que quelqu'un qui est simplement occupant d'un logement en tant que locataire, et sa démarche sera profondément différente dans la vie locale.
Nicolas Lecossin, sur ce sujet. Je voudrais juste rajouter quelque chose. D'abord que l'UNPI fait un travail extraordinaire. C'est une organisation forte de 300 000 membres environ, qui fait un travail quotidien, qui défend les propriétaires et pas seulement la liberté de devenir propriétaire en France. C'est très important. Et j'aimerais rajouter aussi deux autres choses. On n'en a pas parlé tout à l'heure. C'est une autre exception française que vous abordez dans l'ouvrage, c'est le fameux droit de préemption, les affaires auxquelles les Français sont très sensibles, ils en souffrent beaucoup, malheureusement. Coût de réglementation terrible, là aussi. Et puis, le fait que, bon, la propriété, vous venez de le dire, a une utilité morale, bien sûr, mais aussi que c'est un complément de revenus. Surtout aujourd'hui, lorsque les retraites sont en chute libre, on sait très bien qu'on n'aura pas de retraite dans quelques années. Et être propriétaire aujourd'hui, c'est aussi l'assurance d'avoir une habitation, mais aussi d'avoir des revenus complémentaires pour la retraite. C'est important de le rappeler. Je crois que alors c'est important ce que vous dites. Vous avez cité les SAFER. Moi, je vais en dire un mot. Vous le mentionnez d'ailleurs dans cet ouvrage sur la propriété en danger, mais peut-être pas suffisamment pour dire que les SAFER, qui sont donc ces sociétés qui peuvent préempter les propriétés agricoles, qui ont été censées favoriser la restructuration de la propriété agricole et le remembrement d'un certain nombre de propriétés agricoles qui ont pu jouer à un moment un rôle, aujourd'hui, en fait, sont des institutions qui ne servent qu'aux intérêts privés de leurs membres et qui, en fait, organisent d'une manière quasi générale des pratiques qui sont en dehors de leur champ d'application. C'est-à-dire que les SAFER aujourd'hui font, je vais employer un mot que j'ai bien pesé, du chantage à l'égard de ceux qui veulent acheter des propriétés agricoles pour leur dire passez par nous, nous vous rétrocéderons le bien, mais au passage nous prendrons notre commission. Et nous prendrons notre commission sur le dos des contribuables. Pourquoi ? Parce que les SAFER bénéficient d'un avantage totalement indu qui est l'exonération de droits d'enregistrement. Et donc les SAFER disent aux acquéreurs de propriétés agricoles, passez par nous. Ce n'est pas pour faire du remembrement, c'est pour que nous prenions au passage une commission de 5%. En échange, vous serez exonéré de droits d'enregistrement. Donc vous serez gagnant. En tout cas, vous ne serez pas perdant. Mais nous, on gagnera 5%. Et ça, c'est véritablement, moi, ce que j'appelle de l'escroquerie. De l'escroquerie, c'est la mafia. C'est l'escroquerie des contribuables, des autres contribuables qui y perdent. Et tout ça au profit d'institutions totalement désuètes qui ne servent plus à rien. Et je crois on vient de citer les SAFER, mais il y en a d'autres, malheureusement. Et c'est précisément ce que Nicolas Lecossin, d'une manière plus générale, dénonce dans son ouvrage l'obsession antilibérale française, un ouvrage qui a été publié chez un éditeur peu connu, mais tout à fait intéressant, qui publie de très bons ouvrages, Libre-Échange. C'est un jeune éditeur. Un jeune éditeur. Vous pouvez trouver l'ouvrage sur aussi les grands sites ou dans les bonnes librairies. Donc, l'obsession antilibérale française, ses causes et ses conséquences, chez Libre-Échange. Quel est votre message, Nicolas Lecossin ? Alors, tout d'abord, je trouve que mon ouvrage complète vraiment très pertinemment ce qu'on vient de dire aujourd'hui, parce qu'en France, nous avons les élites politiques ont plusieurs ennemis, les riches, les chefs d'entreprise, les patrons, aussi les propriétaires. C'est ce qu'on vient de dire. Et ça, pour moi, c'est la conséquence de cette pathologie antilibérale de nos élites politiques et pas seulement de l'administration, qui ne conçoit pas le monde, surtout le monde économique, parce que je parle surtout de celui-là, sans l'État et sans l'interventionnisme. Et j'essaie dans cet ouvrage d'en rappeler et expliquer les causes dans une situation paradoxale, parce que la France a quand même une certaine tradition libérale, depuis Turgot, en passant par Jean-Baptiste Say, Bastia et plein d'autres intellectuels et hommes politiques libéraux. Et pourtant, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par la gauche à la droite, nous avons une classe politique complètement antilibérale.
Alors complètement antilibéral, et puis qui a une sorte d'idéologie contre l'entreprise, contre le privé. Alors on a parlé de l'immobilier. Le promoteur immobilier, c'est a priori un sale bonhomme. Un voyou. Voilà. L'industrie pharmaceutique, c'est un ramassis de voyous. Et on oublie simplement que, en réalité, le promoteur immobilier arrive à produire donc des biens immobiliers dans des conditions de prix qui sont globalement à qualité égale, je veux dire, plutôt moins chères et produites plus vite que ce que fait la même chose dans le secteur public ou parapublic, que sans l'industrie pharmaceutique, il y aurait plus d'innovation et on vivrait sur des médicaments qui resteraient les mêmes pratiquement. Donc tout ça, effectivement, c'est le fruit d'une idéologie. C'est le fruit d'une idéologie. Je pars d'un terrible constat. Les élections de mai 2012, aux élections présidentielles, 10 candidats aux élections présidentielles en mai 2012, tous les candidats, tous les 10, ont eu un discours antilibéral. Donc je donne des exemples concrets, y compris Nicolas Sarkozy d'ailleurs qui avait commencé en 2011 voire 2010. Je n'ai pas trouvé d'exemple dans les autres pays, je parle bien des pays riches et démocratiques, où il passe un seul candidat qui défende la liberté d'entreprendre, la concurrence, le libre-échange, et cela se voit même au niveau des extrêmes. Vous avez en France une extrême droite, le Front National, qui est antilibéral, alors que dans d'autres pays, les extrêmes ne sont pas aussi antilibérales qu'en France. Donc on fait appel à l'État pour tout, pour régler tout, y compris notre vie de tous les jours. Donc ça, c'est terrible ce qui se passe, et j'essaie de trouver plusieurs explications. Il y a bien sûr le cas de l'éducation nationale, j'analyse les manuels scolaires, les manuels d'économie, où on ne trouve pas un seul exemple de chef d'entreprise qui est réussi, et tu sais qu'il y en a quelques-uns en France, français qui ont réussi. Il n'y a pas un seul portrait dans ces manuels d'économie. On défend toujours l'intervention de l'État pour réglementer l'économie, pour corriger les inégalités, alors que il les aggrave, surtout avec cette différence, ces inégalités entre les secteurs publics et privés. On voit surtout donc des politiques qui ne connaissent pas l'entreprise. Nous avons des députés qui sont très éloignés du monde de l'entreprise, des sénateurs aussi. Et là, je le compare avec des députés allemands, britanniques, canadiens, américains, qui sont passés pour la plupart dans l'entreprise. Des hauts fonctionnaires, Bercy, vous en avez parlé tout à l'heure, de l'inspection des finances et autres, des énarques qui n'ont jamais connu l'entreprise et qui font les lois et la fiscalité et qui réglementent l'immobilier et la propriété aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez, les sources de cette obsession antilibérale en France. Alors l'État semble utiliser tous les prétextes possibles et inimaginables pour accroître son intervention. Alors il y a eu la crise, il y a l'environnement, il y a l'inégalité. Chaque fois, c'est une sorte de bon prétexte pour que l'État dise oui, mais heureusement, moi je suis là. C'est comme ça que ça se passe ? C'est un prétexte, effectivement. Nous avons un exemple récent, Alstom. Donc tout de suite, les pouvoirs publics sont intervenus pour dire non, il ne s'agit pas de le vendre à une entreprise américaine, il s'agit de trouver une autre solution. De quel droit ? Est-ce qu'on verrait ça dans d'autres pays? Je parle bien des pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Non, pas ça. Donc il y a un réflexe, si vous voulez, étatiste qui fait que nos politiques, ceux qui nous gouvernent, pas seulement les socialistes, parce que ma critique va aussi vers la droite aussi, un réflexe qui apparaît régulièrement dans l'économie française. Et un exemple concret, ce sont les programmes où nous sommes en pleine campagne des Européens, ce sont les programmes politiques. Alors, je n'ai pas vu dans les médias français les journalistes qui analysent les programmes politiques. Moi, je les ai regardés, les programmes de l'UMP, du Parti Socialiste, du FN pour les Européennes qui approchent dans 2 semaines. Tous les programmes sont pour une Europe moins de libre-échange, moins de concurrence, pour réglementation, pour une politique industrielle, pour la protection de la France. Voilà, donc là aussi, ils se retrouvent, tous les politiques s'y retrouvent. Et puis il y a une sorte de protection des avantages acquis. D'ailleurs, un auditeur nous dit il faut aussi dénoncer cette idée que des gens qui ont des revenus modestes obtiennent un logement social
et puis ils y restent toute leur vie, alors que leur revenu augmente et qu'ils n'auraient plus aucun droit, normalement, à y rester. Donc c'est une sorte d'avantage acquis payé par les autres. Parce que, au fond, comme tous les avantages, comme toutes les niches fiscales, sociales ou autres, il s'agit toujours de privilèges de quelques-uns, supportés par tous les autres. Sur l'inégalité, moi je voudrais en profiter d'ailleurs pour dire que nous avons au niveau de l'IREF dénoncé cette espèce, ce que nous avons appelé de nouveau matérialisme scientifique, énoncé par Monsieur Piketty, qui en fait développe une argumentation totalement tronquée, mal fondée, au nom de laquelle le monde entier, en tout cas la France et les États-Unis, semblent dire que précisément il faut revenir à plus de socialisme. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés par ce sujet à aller sur notre site, le site de l'IREF, irefeurope.org, sur lequel donc cette étude est publiée, qui a d'ailleurs servi à alimenter déjà plusieurs médias, dont je crois l'Opinion ce matin, qui malheureusement ne nous a pas cités. Mais non, mais depuis qu'on a sorti cette étude, il faut dire qu'on a vu plusieurs fois, dont 2 fois dans les Échos, des critiques de Monsieur Piketty, alors qu'on les avait pas vues. Voilà, on a incité, je crois qu'on joue notre rôle d'institut d'études qui permet de rayonner auprès des médias qui eux relaient nos études, et c'est une bonne chose. Ça a été d'ailleurs la même chose sur le plan immobilier, tout comme vous, UNPI. Alors, ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, L'obsession antilibérale française, ses causes et ses conséquences, aux éditions Libre-Échange, donc un jeune éditeur qui publie beaucoup de choses intéressantes. Ce qui est très intéressant, c'est que vous citez aussi des expériences, de bonnes expériences étrangères. Tout n'est pas mieux ailleurs, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, mais tout de même, il y a des choses qui se font, et vous citez ce qui s'est fait en particulier au Canada, en Suède et ailleurs, pour restructurer des pays qui étaient malades eux aussi, mais qui, après avoir été restructurés, ont pu mieux résister à la crise, par exemple. Ce qui est très intéressant, et c'est là le point de départ de ma comparaison, c'est d'abord les origines socio-professionnelles de ceux qui nous gouvernent, ceux qui font les lois, dans l'immobilier, dans ce qui est la propriété. Alors j'ai remarqué, donc comme je le disais, en France, une dépendance totale à l'État et à l'argent public. Ce sont des élus qui viennent du public, qui sont des fonctionnaires, des anciens fonctionnaires ou des gens des entreprises publiques, alors qu'ailleurs, surtout en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, ce sont des gens qui ont déjà connu au moins pendant quelques années l'entreprise privée. Je rappelle qu'en Grande-Bretagne, une fois qu'un futur député ou quelqu'un se présente aux élections, même s'il n'est pas élu, il est obligé de démissionner de la fonction publique. Donc même s'il n'est pas élu. Donc ça c'est vraiment une chose extraordinaire. Dès lors qu'il se présente. Dès lors qu'il se présente. Donc voilà, c'est déjà un point de départ. La deuxième comparaison que j'ai faite, c'est la comparaison entre ce que j'appelle la haute administration française avec la haute administration américaine et britannique. Et là aussi, j'ai remarqué 2 choses extraordinaires, que ceux qui font les lois fiscales, qui s'adressent à l'entreprise, aux promoteurs, ce sont des gens qui n'ont jamais connu l'entreprise privée. Alors qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ils sont pratiquement tous passés par l'entreprise privée. Et ils connaissent un peu comment ça fonctionne l'entreprise privée. Donc ça, ce sont des exceptions françaises. Donc à partir de là, tout est, si vous voulez, tout est faussé. On crée des inégalités terribles. Celles-ci, on les connaît moins, mais on sait très bien aujourd'hui, et je le rappelle dans mon ouvrage, que nous sommes le seul pays aujourd'hui à ne pas avoir réformé la fonction publique. On n'a pas touché au secteur public. Et notamment au statut de la fonction publique. Au statut, mais aussi au salaire, aux avantages, aux privilèges, aux primes. Mais qui est lié au statut finalement, parce qu'à partir du moment où il donne la garantie d'emploi, où il donne des échelons, des grilles, etc. Voilà, mais si vous comparez ce qui s'est passé du Portugal jusqu'à la Grèce, en passant par l'Allemagne et l'Italie et la Suède et les pays nordiques, ils ont tous supprimé le statut, baissé les rémunérations, la Suisse aussi, privatisé, passé au privé des pans entiers de l'administration. La France est le seul pays qui n'a pas touché à sa fonction publique. Alors réduit dans les pays où cela s'est fait, en fait, on réduit en général le champ d'un statut particulier pour les fonctionnaires aux domaines qui sont spécifiquement à vocation régalienne, c'est-à-dire à vocation véritablement étatique. Il n'est pas anormal que les militaires aient un statut particulier, par exemple,
ou les policiers. Il faut qu'ils aient une protection qui soit un peu différente des autres parce qu'ils ont un métier qui est à risque par certains côtés et qui relève évidemment d'une préoccupation différente des autres. Bon. Vous citez deux domaines, entre autres, dans lesquels vous dites, voilà ce qu'on peut faire à l'étranger, la santé et l'éducation. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors, je parle des sujets tabous en France. Santé, éducation, retraite, on parle jamais des capitalisations. Là aussi, nous sommes le seul pays à ne pas avoir des fonds de pension. Il n'y a pas de fonds de pension, on n'a pas le droit d'avoir une retraite par capitalisation. Si, les fonctionnaires ont le droit. Les fonctionnaires, pas les autres. Voilà, d'autres inégalités, mais pas les gens du privé. Donc, alors que les retraites, c'est ils ont le droit, on a tous le droit, mais ça ne fait pas partie de la panoplie des cotisations déductibles. Il n'y a pas de. Alors pour les fonctionnaires, si. De fonds de pension, vraiment en France, comme il y en existe aux Pays-Bas, ou en Allemagne et dans d'autres pays. Alors donc ça, ce sont des sujets tabous. La santé, alors. On nous dit toujours la sécurité sociale que tout le monde nous envie et que personne ne copie d'ailleurs. Et en fait, dans d'autres pays, Allemagne, Pays-Bas, Suède, on ouvre à la concurrence le système de santé. Et pour autant, les Allemands ne se plaignent pas. Ils sont contents de leur système de santé. Les Néerlandais non plus. Donc ce n'est pas la peine d'aller très loin aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande pour montrer que l'ouverture à la concurrence, la privatisation existe même dans des domaines comme la santé, les retraites, l'éducation. Aussi, la Suède est allée très loin dans le domaine de l'éducation. On a le droit de mettre son enfant dans l'école de son choix. Donc il y a une concurrence entre le secteur public et privé. Et ça n'empêche pas l'aide publique, la prise en charge par l'État dans le cadre de bons scolaires ou d'autres systèmes équivalents. Exactement. C'est-à-dire que, au fond, au lieu de financer l'école, l'État finance les parents, donc l'éducation de l'enfant. C'est évidemment le libre choix. Mais le libre choix des parents pour l'enfant, c'est en même temps la concurrence entre les écoles, entre les enseignants. Et puis il y a aussi l'exemple excusez-moi, c'est un terme anglais, charter schools. Ce sont des écoles qui sont gérées surtout par des fonds d'investissement, des entreprises qui subventionnent avec l'argent privé ces écoles pour préparer les écoliers de demain, et ce ne sont pas des écoles qui dépendent de l'État ou des collectivités locales, mais qui bénéficient d'une véritable autonomie. Et alors la conclusion, parce qu'il faut quand même montrer combien c'est positif. Vous prenez, je crois que c'est l'exemple des Pays-Bas, dans laquelle il y a ce système donc de financement par une aide apportée aux parents et une liberté de choix de l'école. Et là, en fait, les résultats des élèves sont bien meilleurs, notamment au test PISA, et les salaires des enseignants sont bien meilleurs aussi, de 20 à 25% supérieurs. Oui, et en plus, on a remarqué que les enfants des familles pauvres réussissent mieux dans ces écoles-là. Donc ça s'applique très bien à la situation de l'école en France, qui est, tout le monde le reconnaît, même la gauche, qui est dans une situation très difficile aujourd'hui. Par contre, les remèdes ne sont pas les mêmes à ce qu'ils proposent en France. La liberté, c'est toujours utile. Exactement, toujours utile, et tout le monde est convaincu des bienfaits de la liberté, de la concurrence, de libre-échange, de la privatisation. Tout le monde, tous les pays se sont lancés là-dedans. Il reste cette obsession des élites, une partie des intellectuels, de ceux qui nous dirigent en France, mais il faudrait qu'ils s'y mettent aussi, sinon on risque vraiment de tomber encore plus dans ce gouffre d'une mauvaise économie, d'une catastrophe économique terrible. Alors il y a un auditeur qui nous disait, dans le message qu'il nous a adressé, en écoutant ce paysage catastrophique de l'immobilier en France tel que nous le décrivions, si c'est ça, j'ai plus qu'à acheter un mobil-home ou un camping-car, comme on dit en français, et à vivre ma vie tout seul. C'est pas sûr d'ailleurs qu'ils y réussissent, parce que les camping-cars aussi sont réglementés, leur circulation plus encore, etc. Mais je crois au demeurant que on n'en est pas là. Je crois au demeurant que nous ne disons pas non plus d'ailleurs que l'État, les collectivités locales n'ont aucun rôle. Elles ont un rôle probablement normatif, mais il faut
le réduire à l'essentiel, de la même manière que il ne s'agit pas, et vous le disiez tout à l'heure, Paul Philippot, de dire on ne veut pas de logements pour les plus pauvres. On dit simplement que s'il doit y avoir des logements aidés, ils ne doivent être que pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Il ne faut pas que le système mis en place en vienne à inciter les gens à en profiter. Car c'est ça, au fond, finalement, le cercle vicieux dans lequel nous sommes aujourd'hui. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faudra une remise à plat de la politique concernant le logement. C'est un très très vaste chantier. Alors dites-nous, redites-nous, Paul Philippot, redites aux auditeurs de Radio Courtoisie, donc votre ouvrage, l'ouvrage de l'UNPI, La propriété en danger, sauvons-la, où pouvons-nous le trouver ? Les auditeurs peuvent l'acheter, cet ouvrage, donc au prix de 7 €, au siège de l'UNPI, en écrivant l'UNPI, 11 quai Anatole France, Paris 7e, 75 007 Paris. Une adresse email peut-être aussi ? Une adresse email, oui, vous trouverez ça sur le site unpi.org. De l'UNPI, donc l'Union nationale de la propriété immobilière. Gérald Rios, pour terminer cette émission, donc un promoteur immobilier qui peut parler à des auditeurs, c'est quelque chose de nouveau ? C'est quelque chose de nouveau pour moi. Je pense que bien d'autres l'ont fait avant moi. Mais ce qui est intéressant, peut-être, c'est que j'ai essayé de donner le point de vue d'un promoteur qui est le patron de la petite entreprise qu'il a lui-même créée il y a une quinzaine d'années et qui n'est peut-être pas forcément celui d'un certain nombre de grands groupes ou de grands acteurs de ces métiers-là. Pour moi, l'immobilier, ça se résume à quelques mots très simples. Confiance, permanence, longévité, long terme, voilà. Et c'est de cela qu'on a besoin et que l'on peut sans doute donner dans des petites structures à taille humaine comme les nôtres. Merci en tout cas de votre présence. Nicolas Lecaussin, un dernier mot pour finir, pour inciter nos auditeurs à acheter votre ouvrage, L'obsession antilibérale française, ses causes et ses conséquences. Vous pouvez le commander auprès de votre libraire et suivez-nous sur notre site irefeurope.org. Merci à tous et à la prochaine fois.